Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Bonjour Monsieur Audoul. Bonjour. Julien Audoul, le comité interministériel sur l'immigration s'est donc tenu hier après-midi avec à l'issue des annonces de François Bayrou qui durcit clairement le ton vis-à-vis de l'Algérie. Est-ce qu'il est en train, François Bayrou, de vous couper l'herbe sous le pied ? Avant de vous répondre, si vous le permettez, j'aimerais avoir une pensée pour notre compatriote Ohad Yahalomi, dont on a annoncé la mort. Il était toujours détenu par le Hamas. C'était le dernier otage français entre les mains de ce groupe terroriste islamiste. Donc j'aimerais avoir une pensée pour lui, pour sa famille et pour toutes les victimes de l'islamisme et pour les otages qui attendent toujours désespérément leur libération. Sur le comité interministériel, ce qu'on peut dire, en tout cas, à la fois sur le fond et sur la forme, c'est que le compte n'y est pas. On sent beaucoup d'attentisme, on sent beaucoup de prudence de la part du gouvernement. Vous n'avez pas senti la fermeté, vous ? Ah, pas du tout. Non, je pense que les Français qui ont regardé et qui ont écouté M. Bayrou et ses ministres, d'ailleurs, qui ne pensent pas du tout la même chose. Vous avez M. Retailleau qui est sur une ligne ferme, verbalement, évidemment, et puis M. Barrot qui est plus dans la diplomatie, qui veut toujours entretenir des liens avec l'Algérie. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où on va aller et surtout, on est toujours en train de réfléchir. Ce qui est assez étonnant avec ce gouvernement, c'est que le constat est là. Ça fait des années qu'il faut engager un rapport de force avec l'Algérie, mais pas seulement, avec les Comores aussi, pour ce qui concerne Mayotte. Et on en est toujours au stade de la réflexion. Pas exactement, puisqu'il y a quand même un réexamen de la totalité des accords qui a été demandé, avec une menace très claire sur les accords de 1968, accords que vous souhaitiez remettre en cause vous également, donc ça va plutôt dans votre sens. Oui, est-ce qu'ils sont remis en cause ? Non. Encore une fois. Menace de remise en cause. Une menace. Non, mais il y a un délai clair, un délai court en plus. Oui, 1 mois à 6 semaines. Très bien, vous savez, on nous a déjà fait le coup plusieurs fois, et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, même de la part de M. Retailleau, qui est soi-disant M. Fermeté, parce que d'un côté, vous avez M. Retailleau qui veut engager le rapport de force avec le régime algérien, et de l'autre, qui octroie des visas pour faire venir des imams algériens. Dans le cadre du Ramadan. Non mais très bien, dans le cadre du Ramadan. En matière de fermeté, on a quand même vu mieux. D'un côté, vous dites, attention, vous allez voir, il va y avoir des mesures de rétorsion, et de l'autre, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on fait venir des imams pour le Ramadan. Il y a un vrai problème de cohérence. Les arguments de M. Retailleau, en plus, sont, il faut bien le dire, assez loufoques quand il dit que ça va participer d'une meilleure intégration de nos compatriotes algériens. Non mais là, aujourd'hui, sur ce qui s'est passé hier, remettre en cause les accords dans un délai court, et si l'Algérie ne reprend pas une liste de ressortissants définie par la France, eh bien, François Bayrou dit les accords seront dénoncés. C'est pas ce qu'il fallait faire ? Ah mais nous souhaitons évidemment que ces accords de 68, parce qu'il faut rappeler que ces accords de 68... Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus hier ? Offrent une priorité aux Algériens dans les titres de séjour, une priorité pour l'accès à l'emploi, une priorité que nul pays, nul peuple n'a en France. Donc très clairement, il faut dénoncer ces accords qui n'ont plus lieu d'être, et surtout, compte tenu de l'hostilité croissante du gouvernement algérien, il faut, encore une fois, passer de la parole aux actes. Nous, ça fait des années qu'on le dit. Donc c'est très bien que le gouvernement y songe, mais on aimerait effectivement que les mesures soient appliquées. Le Premier ministre, il ne veut pas d'escalade avec l'Algérie, considérant certainement qu'il n'y a rien à gagner dans un bras de fer avec les autorités algériennes, dont on sait qu'elles peuvent aussi avoir des mesures de rétorsion. Vous souhaitez cette escalade ? Mais justement, il faut une escalade des sanctions. Le problème du gouvernement français... C'est ça, la réponse du gouvernement, c'est une gradation dans les sanctions. Donc ça, vous voulez passer directement à la sanction. Mais parce que ça fait des années qu'on se fait marcher dessus, piétiner, insulter. Ça fait des années que le gouvernement algérien refuse de reprendre les indésirables, les OQTF, qui aujourd'hui constituent une menace pour la sécurité des Français. Pour vous, c'est très simple. Déjà, plus un seul centime pour le gouvernement algérien. C'est-à-dire que l'aide publique au développement, qui constitue le pactole payé par le contribuable français, 140 millions d'euros quand même, 140 millions d'euros que nous versons chaque année à l'Algérie, tout ça, il faut le suspendre. Ensuite, plus aucun visa. Il n'y a jamais eu de mesure de rétorsion ferme. Alors, il y a eu une baisse du nombre de visas. Déjà été expérimenté. Oui, mais qui n'a pas fonctionné. Qui était symbolique. 2020, il faut véritablement couper les visas. Il faut aussi suspendre les transferts. C'est-à-dire plus aucun visa. Mais bien évidemment. Non. Mais le gouvernement
gouvernement algérien tient énormément sur ces visas. Et vous verrez que si on coupe l'argent public que nous octroyons, si on coupe les transferts financiers, si on coupe les visas... Les transferts financiers, c'est interdit par le droit européen. Ah non, on peut évidemment les taxer, on peut évidemment les suspendre, on peut évidemment... Suspendre, c'est impossible, sauf à contrevenir au droit européen. C'est encore une fois, l'article 63. C'est une question de volonté. Il y a tout un panel de mesures qui permettraient non pas seulement de sanctionner, mais à notre pays de se faire respecter. C'est ça l'objectif. Julien, sur Emmanuel Macron. Sur Emmanuel, oui, eh bien, est-ce que, selon vous, il y a l'obligation pour le président de la République aussi de s'impliquer dans ce dossier et d'aller à Alger rencontrer le président Tebboune ? Non, aller à Alger, je pense que ce n'est pas la bonne solution. C'était le souhait de M. Barrot qui souhaitait se précipiter pour aller négocier. On est la 7e puissance du monde. Est-ce qu'on a à ce point aussi peu d'orgueil pour se voir infliger des insultes, des menaces, des pressions de la 68e puissance du monde? Je ne pense pas. Mais donc il doit s'exprimer, le président Macron, sur ce sujet? Mais il doit donner un cap clair et il doit surtout arrêter de tergiverser. J'ai appris dans les colonnes de vos confrères qu'il avait repoussé plusieurs fois des réunions où on envisageait des sanctions contre le régime algérien, qui, je le rappelle, détient quand même l'un de nos compatriotes, Boualem Sansal, dans des conditions abominables. Un homme malade qui est emprisonné de manière totalement arbitraire. J'ajoute qu'il y a un détail qui est quand même assez passé sous silence, c'est que visiblement, on lui aurait interdit à Boualem Sansal d'avoir un avocat juif. Visiblement, ça ne choque pas. Alors François Bayrou en a parlé hier. Est-ce que pour vous, la France n'en fait pas assez pour la libération de Boualem Sansal ? Je pense que la France ne fait pas assez en matière de pression, en matière de rétorsion contre un régime qui, visiblement, fait de l'hostilité et de la haine de la France son carburant. Voilà. On voit bien que pour... Donc pour vous, il ne faut plus dialoguer. Il n'y a plus de solution diplomatique à aller rechercher. Maintenant, c'est uniquement... Ça fait 20 ans qu'on dialogue. Ça fait 20 ans que vous avez des ministres qui vont en Algérie. M. Darmanin, en 2019, est même allé déposer une gerbe au mausolée des barbares islamistes du FLN. Je veux dire, en matière de soumission, quand même, on ne fait pas pire. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus avec ce régime qui, visiblement, n'a que faire de nos marques d'intérêt et puis de notre passivité. Aujourd'hui, il faut passer au rapport de force, c'est-à-dire à la rétorsion, pour se faire respecter et faire respecter le peuple français. J'ajoute quand même qu'il en va de notre sécurité. L'islamiste qui a commis l'attentat à Mulhouse, qui aurait dû être envoyé 10 fois, qui aurait dû être accueilli 10 fois par le régime algérien, vous voyez la conséquence, c'est un mort sur notre sol. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, au pouvoir, pour qu'il soit repris par l'Algérie ? Je vous le dis, on aurait coupé les visas. Et vous pensez que l'Algérie l'aurait repris ? Oui, je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous coupez finalement le carburant économique, parce que les visas font partie évidemment du développement. Mais l'aide au développement, c'est pas ce qui va faire, c'est pas ce qui va faire vaciller le pouvoir algérien. Vous verrez quand on aura essayé ça. Vous verrez que quand on ne versera plus un centime, vous verrez que quand on aura véritablement une politique de fermeté sur le contrôle, notamment des dignitaires algériens qui viennent se faire soigner en France et autres, vous verrez qu'ils regarderont d'un autre œil notre position et qu'ils nous parleront autrement. On parlait de Bruno Retailleau. Oui, on parlait de Bruno Retailleau. Cela dit, il semble avoir une certaine crédibilité. Il talonne Marine Le Pen dans le dernier baromètre Odoxa. Et selon un sondage d'Elab là, pour BFM TV, les Français lui font plus confiance qu'à vous pour régler les questions d'immigration. Je dis vous, c'est évidemment le Rassemblement national. Ça vous inquiète pas quand même ? Finalement, il vous coupe l'herbe sous le pied également. Ah non, vous savez, on nous a fait le coup 20 fois. Monsieur Retailleau, avant il s'appelait Monsieur Sarkozy, il s'est appelé Monsieur... Il a été élu président de la République. Il s'est appelé Monsieur... Oui, avec quel résultat ? Pas Marine Le Pen. Il avait quel résultat ? Et avec quel résultat pour le Front National à l'époque, à cette présidentielle ? Oui, donc il vous avait coupé l'herbe sous le pied. C'était une autre époque et vous le savez, le bilan calamiteux de Monsieur Sarkozy a contribué par la suite à l'ascension du Front National à l'époque, puisque les électeurs de droite avaient été trahis par le Karcher qui n'était en fait qu'un pistolet à eau. Donc très clairement, Monsieur Retailleau n'est que la pâle copie de ces robots de droite qui parlent comme le Rassemblement national, mais qui agissent comme la gauche. Parce qu'encore une fois, il y a un gouffre béant. Pourquoi il agit comme la gauche ? Oui, alors là, expliquez-nous. En matière de soumission, regardez toutes les promesses qu'il nous a faites. Le référendum sur l'immigration. Est-ce que vous pensez qu'on aura un référendum sur l'immigration ? Non. Mais en quoi vous l'aurez plus, puisque la Constitution l'en empêche ? En quoi vous l'aurez plus ? On n'en verra jamais le début du commencement. Toutes les mesures... le Sénat l'a voté. Non mais, très bien. Non mais encore une fois, toutes les mesures qui sont annoncées par M. Retailleau ne se concrétisent
jamais. Donc moi, ce que j'appelle, c'est le bal des illusions qui se termine toujours en trahison. Un dernier mot là-dessus, puisque le Sénat algérien a annoncé suspendre ses relations avec le Sénat français en raison de la visite de Gérard Larcher hier au Sahara occidental, une visite qualifiée par l'Algérie de provocatrice. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que le Sénat algérien, comme tous les dignitaires algériens, font prétexte de tout pour cracher sur notre pays et pour engager des ruptures que eux-mêmes entretiennent à chaque fois. Je veux dire, l'hostilité, elle ne vient pas de la France. La France a été bien gentille, beaucoup trop patiente, beaucoup trop complaisante avec le régime algérien. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se laisser faire et de rester dans cette posture de paillasson et qu'il faut riposter par des mesures de rétorsion. Mais qu'est-ce que vous dites aux Algériens ou aux Franco-Algériens qui sont présents sur le sol français? C'est-à-dire ? C'est quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont plus les bienvenus? Les Franco-Algériens, par définition, ils sont français. Et les Algériens? Donc ils sont français. Les Algériens, vous le savez, qui bénéficient dans notre pays quand même. Parce que le gouvernement fait la différence entre le régime et la population. Est-ce que vous aussi, vous faites cette différence? Mais encore une fois, les Algériens qui sont présents sur notre sol de manière légale, bien évidemment, qui ne constituent pas un risque, qui bénéficient quand même, il faut bien dire, d'un régime de faveur. Les Algériens en France, notamment si on prend le logement social, ils sont surreprésentés dans le logement social par rapport à nos compatriotes. Je pense qu'il n'y a rien à dire de particulier. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le régime algérien, qui est un régime dictatorial. Donc vous faites bien la différence entre les Algériens et le régime algérien. Francophobe. On parle d'un autre sujet, on parle de l'Ukraine. De l'Ukraine et de Donald Trump qui vient d'annoncer hier que les produits européens verront prochainement leurs droits de douane augmenter de 25%. Il dit également que l'Union européenne a été conçue, je le cite, pour emmerder les États-Unis. C'est toujours votre ami, Donald Trump? Ça n'a jamais été notre ami, vous savez. On pourrait rappeler les images de Marine Le Pen se précipitant à la tour Trump. Non, mais c'est pas de l'amitié. Encore une fois, nous voyons les rapports entre les États avec le prisme des intérêts pour notre pays. Nous savons... Jordan Bardella n'a jamais été, on va dire, un laudateur de Donald Trump. Vous reprenez toutes les déclarations de Jordan Bardella, il a toujours été très clair et très distant vis-à-vis de la politique américaine. On peut saluer une forme de volontarisme, on peut saluer le patriotisme. Pas moyennement distant, il était aux États-Unis il y a quelques jours. Oui, mais encore une fois, c'est pas être laudateur ou être dans la soumission ou la fascination pour Donald Trump. Je dis, le patriotisme est intéressant, le volontarisme peut servir d'exemple. Pour autant, et on l'avait dit bien avant, les intérêts américains sont quelquefois des handicaps pour nos intérêts à nous ou une menace pour nos intérêts à nous. Donc là, très clairement, sur ces barrières douanières, sur cette taxation, nous l'avions dit, nous l'avions prédit avec l'élection de Donald Trump, et maintenant il faut que nous puissions être en capacité de nous défendre. Donc il faut répondre. Mais il faut répondre, bien évidemment, il faut défendre notre économie, nos intérêts stratégiques. Le problème, c'est que la France, dans l'Union européenne, ne le fait pas. Voilà. Là où on peut être d'accord avec Donald Trump, et peut-être un peu modifier son appréciation, c'est que l'Union européenne n'emmerde pas les Américains, l'Union européenne emmerde les peuples européens surtout. Voilà, c'est une structure technocratique qui n'a eu que des désavantages depuis qu'elle a été créée et qui fragilise à la fois nos identités, nos économies, notre sécurité, avec une illusion de puissance en fait qui n'en est pas. Donc vous pensez qu'il n'y a plus besoin de l'Union européenne, ne serait-ce même que pour défendre le territoire européen ? Puisqu'on en parle au travers de l'Ukraine, ça peut être intéressant de penser ça. Pour ce qui est de la sécurité, qui est l'apanage de l'État régalien, pour ce qui est de défendre nos intérêts vitaux, il faut d'abord faire confiance aux nations et à l'État français. Oui, et puisqu'on en parle, Emmanuel Macron plaide, vous savez, pour l'envoi d'une force européenne, une réserve stratégique pour assurer le respect d'un accord de paix éventuel entre l'Ukraine et la Russie. Alors elle ne participerait pas au combat, vous y opposez? Nous nous y opposons dans le sens où nous ne souhaitons pas qu'un soldat français puisse être engagé sur un théâtre d'opération qui ne concerne pas notre pays. Voilà. C'est-à-dire que vous refusez l'envoi d'une force qui servirait à la stabilisation de l'Ukraine ? Je vous parle de conflit. Pour nous, la ligne rouge, c'était effectivement... Non belligérante, en fait. Oui, non, mais attendez, parce que, encore une fois... J'essaye de comprendre ce que vous... Oui, nous, la ligne rouge, c'est que la France ne soit pas engagée dans un conflit, ne participe pas d'une escalade
qui serait mortifère, puisqu'on ne sait pas où elle s'arrêterait. Si c'est pour assurer la paix après un cessez-le-feu. Oui, est-ce que là, vous y êtes favorable? Encore une fois, il faut regarder, nous, ce que nous souhaitons, d'une part, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est que les armes se taisent en Ukraine. Comment on le garantit? Ça nous verrons par la suite. Déjà, il faut qu'il y ait la négociation. Il faut commencer à le préparer. Il faut que la négociation se fasse. Il faut que toutes les parties soient autour de la table. La Russie, l'Ukraine, les États-Unis, les parties limitrophes et bien évidemment la France. Lundi, il y aura un débat sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Quelle sera la position du RN? Est-ce que vous approuvez la ligne d'Emmanuel Macron, notamment lors de sa visite à Washington? Je ne sais pas vraiment quelle est la ligne d'Emmanuel Macron, malheureusement. Vous n'avez pas sur l'Ukraine. Et depuis 3 ans, en fait, on a eu tous les revirements. On a eu dans un premier temps, il faut se rappeler, et là nous l'avons salué, une posture de dialogue avec le président Poutine, qui, je pense, était dans la droite ligne de la vocation de la France, une puissance d'équilibre qui parle à toutes les puissances et qui a une diplomatie claire. Aujourd'hui, la diplomatie de la France, qui s'est relativement soumise à celle de Mme von der Leyen et de la Commission européenne, on ne sait plus trop où elle va. Donc vous vous rangez pas, lundi, vous ne vous rangerez pas derrière Emmanuel Macron? Il ne s'agit pas de se ranger derrière Emmanuel Macron, il s'agit d'aller vers la paix, il s'agit de trouver une issue à ce conflit qui ne pouvait être réglé que par la négociation, nous l'avions dit. Donc la surenchère, à la fois en termes d'armement, à la fois en termes de provocation vis-à-vis de la Russie, ne menait à rien, nous l'avons dit, depuis des années et le début de ce conflit. Julien. Une question juste sur la présence de Jordan Bardella, votre président, à Washington. Il a été contraint et forcé d'annuler son discours à la conférence des conservateurs américains suite au salut considéré comme nazi par Steve Bannon. Est-ce que c'était pas une erreur tout simplement d'aller à cette conférence des conservateurs ? Non, ce n'était pas une erreur. Vous savez, le Rassemblement national est un grand parti, c'est le premier parti français. Je vous l'ai dit, nous avons des points de convergence avec d'autres partis, qu'ils soient américains ou européens, patriotes, souverainistes. Pour autant, Jordan Bardella, évidemment, a bien fait de partir, compte tenu de la provocation infâme de M. Bannon. C'était une erreur d'inviter, il y a quelques années, Steve Bannon au meeting du Rassemblement national. Mais à l'époque, il ne tenait pas ce discours et il n'avait pas ses provocations. Il était déjà extrêmement provocateur, Steve Bannon. Revoyez l'histoire. Après, il faut évidemment évaluer... C'était pas une noix blanche. Je n'ai pas dit que c'était une noix blanche, j'ai dit qu'il faut évaluer la provocation. Là, encore une fois, et à l'époque où il était invité, il n'avait pas commis cet acte, je le dis, immonde. Il était déjà accusé de suprémacisme blanc. Oui. Vous savez, maintenant, quand on a un avis divergent, on est accusé de tout. Voilà, c'est pas une accusation mineure, concernant. Encore une fois, Steve Bannon en 2018 n'était pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui. On n'était pas du tout dans le même contexte. Là, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, justifiait le départ de Jordan Bardella. Sur la réforme des retraites. Oui, la conférence sociale sur les retraites, vous le savez, s'ouvre aujourd'hui. Alors, la Cour des comptes a estimé que le déficit pourrait atteindre 32 milliards, je crois, en 2045. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de plaider pour un retour sur la réforme de 2023 et sur le recul de l'âge légal à 64 ans dans ce contexte? Oui, puisque la réforme de M. Macron, elle est non seulement injuste socialement, donc c'est-à-dire qu'elle va pénaliser notamment ceux qui ont travaillé le plus tôt, qui ont les métiers les plus pénibles, mais elle est aussi inefficace économiquement. Et c'est là le drame, puisqu'elle a été vendue par M. Macron et par le gouvernement, Mme Borne, à l'époque, comme une mesure pour rétablir nos finances publiques et le système, voilà, comme une mesure utile économiquement, ce qui est faux. La seule mesure que nous préconisons, ce n'est pas des bidouillages et des ajustements, c'est celle qui est portée par Marine Le Pen, c'est-à-dire un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans avec 40 annuités travaillées, 40 annuités pleines, et un départ progressif pour ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans. Et comment vous maintenez l'équilibre du système de retraite dans ce contexte ? mais encore une fois, pour avoir cet équilibre pérenne, nous le savons, il y a 2 leviers principaux. D'une, c'est rétablir la croissance économique, et de 2, c'est la natalité.
Voilà. C'est les deux leviers indispensables pour garantir que ce système, qui je pense est une chance, qui garantit la justice sociale, puisse être pérennisé. Or, ces deux leviers qui sont totalement absents des débats. Voilà. On ne parle pas de croissance, on ne parle pas de natalité, qui est un tabou, surtout pour la gauche. La croissance, on en parle, tout le monde en parle, évidemment. C'est le but. La natalité aussi, Emmanuel Macron en parle, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème d'ici 2030. C'est pas ça qui va résoudre le problème d'ici 2030. Le problème de M. Macron, c'est qu'il en a parlé une fois là, de réarmement démographique, mais ensuite, les mesures concrètes d'incitation, notamment fiscale, notamment une pleine part de fiscalité à partir du deuxième enfant, comme c'est prévu dans le programme de Marine Le Pen, ça, on n'en parle pas. Un mot sur un autre texte, le texte sur la fin de vie, puisque le ministre des Relations avec le Parlement, qui était à votre place hier, a confirmé que ce sont bien 2 textes qui seront examinés à l'Assemblée nationale au mois de mai, mais avec une discussion générale commune et un vote le même jour sur les 2 textes. C'est la bonne méthode ? Non, ce n'est pas la bonne méthode. Nous préconisons une autre méthode. Ce n'est pas 2 textes, mais c'est un seul référendum pour des questions aussi sensibles, pour des questions de société qui ne concernent pas seulement les 2 chambres et les représentants du peuple, mais le peuple tout entier. Je pense qu'il y a un débat sur la fin de vie qui est très important. Et au-delà de la fin de vie, évidemment, il y a des questions philosophiques, il y a la question bien évidemment des soins palliatifs. Vous avez 20 départements en France quand même qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, et ça a toujours été, j'allais dire, d'une part la fierté française de mettre le focus sur les soins palliatifs, mais aussi une injustice de voir que des compatriotes aujourd'hui n'y ont pas accès, et ensuite sur les dérives possibles de l'euthanasie que l'on constate dans d'autres pays, au Canada, au Belgique. Quelle sera votre position sur les 2 textes du coup ? Ça sera quoi la position du RN ? Écoutez, nous on avait participé au débat l'an dernier dans la commission spéciale. Malheureusement, et on l'a vu, il y avait une volonté d'accélérer sur l'euthanasie. Voilà. Et finalement, le fait d'avoir un petit peu, j'allais dire, mélangé ces 2 notions a créé beaucoup de confusion. Pour autant, je vous le dis, ce débat de société central doit être tranché par la société. Mais vous voterez quoi ? Vous voterez quoi sur le texte sur les soins palliatifs ? Vous voterez quoi sur le texte sur l'aide active à mourir ? Sur ces questions-là, Marine Le Pen sachant que le mot euthanasie ne figurait pas dans laisse la liberté de vote. Nous laissons la liberté de vote sur ces questions. Et alors vous, alors ? Moi, encore une fois, moi j'attends d'une part le débat. Vous savez, on ne peut pas répondre en 2 minutes sur une question aussi sensible qui concerne... Le débat a été lancé l'année dernière. Oui, chacun de nos compatriotes. Vous avez déjà réfléchi. Chacun de nos compatriotes. Mais je le dis, les soins palliatifs, c'est une bonne chose parce que ce qui concerne les Français et pourquoi aujourd'hui ils sont intéressés par ce débat, c'est pour la gestion de la souffrance. Mourir dans la dignité, c'est mourir sans souffrance. Je ne pense pas que les dérives qui mènent vers l'euthanasie que l'on a pu constater dans les pays voisins soient la bonne solution. Merci Julien Audoul, merci d'avoir été notre invité. La une de La Voix du Nord, c'est du foot. Oui, avec un cocorico pour l'exploit de Dunkerque, exactement. Qui a battu Brest et qui disputera donc les demi-finales de la Coupe de France. C'est le Nordiste qui est fier. Merci Julien Audoul. On passe tout de suite au Club des Territoires.